Du coup, avançons, passons à notre deuxième joueur du jour. Et on va aller sur quelqu'un qui est plus récent, puisque c'est Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, que d'ailleurs moi j'ai connu à l'époque, il s'appelait Karl Towns seulement, à l'époque du Hoop Summit, où il avait un peu éclaboussé de son talent plus d'un an avant sa draft d'ailleurs. Mais bref, 5 saisons sur la décennie, Karl Anthony Towns, pardon. 23 points par match de moyenne sur la décennie, 34 minutes également par match, c'est beaucoup. En niveau total, on est un peu moins quand même, puisqu'il n'a fait que 5 saisons, évidemment. Donc on est sur plus de 12 000 minutes. C'est le 153e total, 358 matchs. Mine de rien, il est 2 fois All-Star sur cette période, une fois All-NBA sur cette période également, une fois en 3e équipe 2018, l'année où Minnesota est compétent d'ailleurs. Rookie de l'année également en 2016, mais à la limite on s'en fiche un peu. Alors pour le coup, NBADraft.net, là ils avaient une comparaison. J'espère que t'es bien accroché. C'était un mix entre Andrew Bogut et Vlade Divac. Non, mais alors lui, moi qui n'ai pas regardé de NCAA, on nous a vendu un joueur et c'est l'opposé qui est arrivé en NBA de Exactement, ouais, exactement. On va en parler, mais comme tu dis, il y avait un peu cette image de défenseur, gros défenseur, c'est peut-être pour ça qu'il y a Bogut. Mais ouais, le mix Bogut-Vlade Divac, ouais. mal vieilli peut-être, on va dire. Ah, surtout le côté Bogut peut-être. Draft Express, pas de comparaison à l'époque. Le surnom, Kat, on connaît. Et on avait un autre qui est assez intéressant, c'est Special K. Est-ce que tu l'as déjà entendu Non. être appelé Special K Je suis pas sûr que ça y aille très bien pour le coup. Surtout que chez nous, c'est des céréales pour maigrir, tu sais, Special K. Ouais, c'est pour ça que je trouve que bon. Bref, son parcours, donc au début de la décennie, il a 15 ans, mais en même temps, il n'est pas en NBA, c'est normal. Premier pick de la draft 2015, comme tu dis, il sort de Kentucky. Est-ce que tu sais, alors, il est justement à Kentucky, avant d'être drafté numéro 1, il avait une seule défaite en NCAA. Est-ce que tu sais contre qui c'était cette seule défaite en université? Non, du coup, je suis pas du tout compétent pour parler de NCAA. C'était le Wisconsin de Frank Kaminsky et Sam Dekker au Final Four NCAA. Voilà pour la petite anecdote. Bref, donc drafté premier en 2015, évidemment. 2016, il est déjà, donc sa saison rookie, il est déjà à 32 minutes par match et 18 points par match. Et comme tu dis, on avait un peu cette image à Kentucky d'un défenseur. Et là, il arrive avec tant de jeu énorme, mais surtout des aptitudes offensives qu'on nous avait pas vendues, en tout cas, pour le formuler comme ça peut-être, ou qu'on s'attendait pas à ce que ce soit à ce point déjà très tôt. Et finalement, donc, on a un très bon impact offensif, 18 points par match en tant que rookie. 2017, 37 minutes par match carrément et 25 points de moyenne. Plutôt pas mal. Évidemment, je le précise pas puisque c'est Minnesota, mais il n'y a pas de playoff. 2018, alors, je suis mauvaise langue puisque pour le coup, il y aura des playoffs cette année-là. L'arrivée de Tom Thibodeau et de Jimmy Butler. Lui sera All-Star, Karl Anthony Towns. 36 minutes par match, 21 points de moyenne. Playoff contre Houston au premier tour. Malheureusement, comme on en avait parlé avec Butler, Butler se blesse au cours de la saison, mais Minnesota est bien parti pour être dans le top 4 et finalement, ils sont obligés d'être 8e et de se taper Houston, le grand Houston. 2019, il n'y a plus Jimmy Butler. Lui est toujours All-Star, mais à 24 points par match, mais pas de playoff, évidemment. Et puis 2020, il fait à peine 35 matchs avec des petites blessures par-ci par-là, et aussi le Covid, évidemment, mais à 26 points de moyenne. Bref, donc décennie assez courte, évidemment, mais donc c'est vrai qu'on a d'un côté, je pense, un problème de longévité, mais aussi un problème de contexte, où à part cette année-là, 2018 avec Minnesota, finalement, c'était un bon joueur dans des équipes très moyennes, quoi. Quand tu m'as demandé un peu des replacements éventuels et qu'on a parlé un peu de Devin Booker, j'ai pensé aussi à Karl Anthony Towns parce que, hormis la saison où il y a Jimmy Butler, je trouve que déjà, d'emblée, on a le même problème qu'avec Devin Booker, c'est que si on enlève cette saison-là, c'est difficile de positionner les saisons les unes face aux autres et de savoir laquelle a été la plus intéressante, la plus marquante. Towns pour un très fort joueur. Pour le coup, on est sur un monstre d'efficacité, un joueur assez atypique. Enfin, un pivot qui shoot comme ça, c'est extrêmement rare. Mais il n'y a pas de playoff à part une petite aventure. Pour un joueur qui est si fort, je trouve qu'il n'apporte pas de plancher à une équipe. C'est-à-dire que finalement Minnesota avec Anthony Towns en leader, c'est une équipe qui fait 14-15e tous les ans. Donc c'est compliqué parce qu'à la fois individuellement c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit parce que il est juste très fort et ça se voit dès la saison rookie et encore plus en saison sophomore où on est sur un joueur qui peut faire du 25-12 et ce sans problème et sans handicaper l'équipe en forçant le jeu offensivement. Mais en parallèle, ce serait difficile de dire voilà,
telle saison, on sent une évolution, on sent que l'équipe progresse, parce qu'en fait, s'il n'y a pas Jimmy Butler, il y a rien de mémorable pour Minnesota, quoi. Oui. C'est vrai que, bon, alors, au-delà du problème de contexte, c'est vrai qu'il y a deux problèmes de négatifs, on peut dire. C'est le fait que, comme tu as dit, c'est pas un go-to guy dans le sens création collective, peut-être. C'est un finisseur d'élite, on va en parler, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté de. Ça peut être le moteur de ton attaque. Ça, c'est vrai, et ça lui a été reproché. Ça lui est reproché même encore aujourd'hui, alors que moi, je pense que c'est juste que c'est pas son profil, hein, finalement, et que peut-être qu'on attend des choses de lui qui ne sont pas ce qu'il est, hein, finalement. Donc, mais bon, il y a quand même effectivement le fait que ce n'est pas un créateur qui peut être le moteur de ton équipe, comme tu dis, qui peut donner un plancher. C'est ça. Mais paradoxalement, parce que moi je te coupe, mais Oui, paradoxalement, c'est un très bon passeur pour un pivot, quoi. oui, effectivement. Mais il n'a pas ce côté générer encore et encore des décalages et des tirs pour autrui, quoi. Ouais. Et puis l'autre négatif, c'est aussi la défense, malheureusement, où on en a parlé, hein, mais le côté à Kentucky, il est connu pour ça. Peut-être que ça avait été exagéré à l'époque, peut-être. On ne s'est pas replongé dans les matchs. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est un peu déçu de ce côté-là, où il y a eu une première année prometteuse, très prometteuse à côté de Kevin Garnett. Puis on s'est rendu compte que quand il y a eu plus Kevin Garnett, et pourtant c'est un peu un cliché parfois de trouver des mentors ou des raisons comme ça, mais Karl Anthony Towns, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a eu plus Garnett, on a eu l'impression d'avoir un défenseur qui était négatif, et c'est d'autant plus problématique que sur un poste de pivot où la défense est encore plus importante, quoi, finalement. C'est ça. Je pense qu'on lui aurait pas autant reproché s'il jouait à notre poste, voire on l'aurait à peine mentionné, parce que je pense pas que ce soit un défenseur vraiment extrêmement négatif. Mais le problème, c'est qu'il est sur un poste où c'est compliqué d'avoir un défenseur qui n'est certes pas au moins neutre. D'autant qu'en plus, finalement, à part l'année où il y a Butler, Minnesota n'a pas vraiment réussi à mettre en place un effectif, hormis l'année dernière, donc qui n'est pas dans la décennie, qui permette de défendre efficacement. Donc je sais pas dans quelle mesure finalement c'est l'ensemble du dispositif qui est à blâmer pour ça. Mais dans tous les cas, effectivement, ouais, c'est pas un joueur qui par sa seule présence au poste de pivot va arriver à donner une stabilité défensive à l'équipe, et ça, ouais, c'est reprochable, quoi. Disons que, et d'ailleurs je pense qu'on va en parler par la suite avec Avery Bradley, mais le poste de pivot a une importance capitale comparé à des postes arrière ou ailier même, parce qu'il y a une présence qui est plus grande et il est appelé à influencer plus d'actions en tout cas. Et donc quand tu es en négatif, l'importance est décuplée et le négatif est décuplé. Et quand tu es en positif, l'importance également et le positif est décuplé. Donc c'est un peu ça le problème. Après, c'est vrai que, tu vois, on regarde un peu les chiffres un peu partout. Bon, c'était pas non plus catastrophique. Les chiffres défensifs, c'est clairement un peu autour du neutre négatif, mais c'est pas non plus cata, quoi. Donc ça, c'est peut-être un peu à souligner ou à mettre en avant. Je pense que c'est la défense collective en fait qui est vraiment problématique. Ouais, oui, bien sûr. Après, c'est vrai que moi, je trouve, pour revenir un peu sur le côté positif, du coup, sur l'attaque, pour moi, c'est quelqu'un qui, donc, on dit, il y a le problème du contexte qui est mauvais, mais pour moi, la valeur de Towns dans ces mauvais contextes-là, par exemple, elle est beaucoup plus grande que la valeur que pouvait avoir Rudy, notamment dans des mauvais contextes, parce que déjà, il y a un scoring qui est efficace, et ça compte pour moi. Et puis, il y a aussi un spacing et une valeur de par le spacing qui est ultra important. Et en plus, dans la deuxième moitié des années 2010, où ça comptait de plus en plus. Et lui apportait cette valeur-là. Voilà, le fait d'avoir ton pivot qui est capable d'aérer le jeu et d'éloigner le rim protecteur adverse du panier, c'est quelque chose qui va pas se voir dans ses stats individuelles de points ou quoi que ce soit, mais qui va avoir un impact décuplé sur l'équipe. Et on est sur quelqu'un qui progresse tout au long de la décennie et qui, en 2020, est sur une saison à 41% sur 8 tentatives par match. C'est absolument dantesque pour un pivot. Encore une fois, s'il avait fait ça en tant que meneur, ça aurait été hyper bien, mais en tant que pivot, c'est encore mieux, cette valeur-là, parce que ça donne un spacing qui est incroyable pour tout le monde. L'efficacité, je l'ai dit, on est sur quelqu'un qui est, alors, en termes d'usage, entre 24 et 28% à peu près, ce qui est bien, voilà, c'est un volume de deuxième option d'équipe, on va dire, si vous connaissez pas trop les chiffres. Volume de deuxième option avec une efficacité qui est entre plus 9% par rapport à la moyenne et plus 16% par rapport à la moyenne, ce qui là pour le coup est vraiment excellentissime. Avec, voilà, c'est pas non plus sur des volumes de stars où ça serait incroyablement impressionnant, mais quand même, c'est pas mal. Surtout qu'il a des pourcentages de paniers assistés qui sont, il est à peine à 65%. Pour rappel, Kevin Love à Cleveland, on est autour des 80%, donc voilà.
On n'est pas non plus sur un role player comme Kevin Love. Bah, il avait Jeff Teague en meneur pendant assez longtemps quand même. Donc, Ouais, mais c'est pour te dire aussi que c'était pas juste un catch and shooter, quoi. non, mais clairement, Towns. c'est qu'il a eu beaucoup à faire et en plus on sent que cette décennie-là, qui est finalement le début de sa carrière, il maîtrise pas encore complètement justement les positions sur lesquelles il est le plus fort et tout ce qu'il peut faire avec. C'est un profil particulier, par exemple le fait que cette année il se mette à faire beaucoup plus de drive, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire beaucoup plus tôt, mais on sent qu'il n'avait pas encore pris vraiment la pleine mesure de tout ce qu'il est capable de faire. Et donc réellement, pour une équipe, s'ils arrivent vraiment à utiliser toute la palette offensive qu'ils proposent, c'est un joueur qui peut vraiment aider une équipe à gagner, quoi. Oui, avec ce seul petit défaut, comme on a dit, que c'est pas un go-to guy, un peu comme pouvaient l'être certains pivots de haut panier ou quoi que ce soit, voilà, des créateurs de décalage, des moteurs d'équipe, c'est pas ça. Mais pour moi, il y a quand même pas mal de valeur dans le fait que c'est un peu, entre guillemets, le finisseur ultime, ou en tout cas l'optimisateur ultime, parce qu'il ne fait pas que de la finition, il y a aussi pas mal de création au poste bas de temps en temps, ou comme tu dis, un peu sur drive parfois, mais voilà, c'est pas qu'un finisseur, mais pour moi, il y a de la valeur dans l'optimisation de tout ce qu'il fait en attaque, et notamment, c'est quelque chose qu'on voit dans ses chiffres. Je veux dire, les on-off d'attaque, les on-off offensifs de Karl Anthony Towns sur les 5 ans, c'est élite. Et c'est vraiment élite de chez élite. On est entre le 90e et 98e centile pour les pivots, donc mieux que 90% ou mieux que 98% des pivots NBA en termes d'impact offensif quand il est sur le terrain. Et ça, encore une fois, on peut le relier à son shoot, hein, très simplement. Son shoot et son spacing, avec des scores qui vont de plus 5 points par 100 possessions, ce qui est déjà excellent, à carrément plus 11 points par 100 possessions, ce qui est assez dantesque en termes de on-off. Et on peut recouper même ces stats-là avec des stats en all-in-one de Basketball Index qui donnent un peu un chiffre qui donne une valeur du joueur. Et il fait, il a 4 saisons ultra valuable avec un score, bon, je peux vous le donner pour le détail, de 3,5 de score de LeBron offensif. Donc le LeBron, c'est la stat all-in-one s'appelle LeBron, c'est un acronyme. Et pour vous dire à quel point, voilà, c'est pas juste un peu sympa, quoi. 3,5, c'est par exemple, c'est un score qu'il fait en 2018. C'est l'équivalent, dans ce modèle-là, en tout cas, de Jimmy Butler en 2018, de Kyrie Irving en 2015, même de Jokic en 2019. Donc voilà, c'est quand même un sacré impact, même s'il n'a pas la création en elle-même. Et puis en 2020, il fait même un score encore meilleur, qui est, d'après cette stat-là, encore une fois, du niveau de Kyle Lowry 2017, du niveau de Giannis 2019. On parle que de l'attaque, hein, évidemment. Je précise, on parle que de l'attaque. Mais mine de rien, Karl Anthony Towns, je trouve qu'il y a un côté où quand tu regardes justement l'impact offensif, quand tu regardes déjà ce qu'il apporte par son style, on comprend même pas comment c'est possible que l'équipe dans laquelle il évolue soit aussi médiocre dans la même période. Parce que l'équipe était en elle-même, en termes de talent pur, médiocre, je pense, autour. C'est un peu le problème, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, je sais pas si c'était si médiocre que ça. En tout cas, le banc l'était, mais le 5, je trouve pas. Mais je pense qu'effectivement, il y avait à la tête de l'équipe, il n'y avait pas de cohérence qui faisait qu'on utilisait vraiment les joueurs pour ce qu'ils étaient. Tu vois, quand t'es créateur, c'est Jeff Teague et Andrew Wiggins. Enfin, Wiggins, c'est sympa en tant que quatrième option aux Warriors, mais voilà, en tant que créateur, c'est un peu nul, quoi. Non, mais effectivement. Ou alors Shabazz Mohamed, ou alors Zach LaVine qui est jeune. Enfin, Shabazz Mohamed, ils sont croisés? Oui, ils se sont croisés. Oui, ils sont c'est dur. croisés. Mais donc voilà, c'est juste pour dire que pour moi, il y a quand même plus de valeur dans des mauvais contextes que certains scoreurs un peu dans le vide, entre guillemets, que pouvaient être ligués, que même, tu vois, je pense que quand on compare l'impact de Devin Booker, pour moi, Towns a plus de valeur que les meilleures saisons de Devin Booker dans cette décennie. Je suis d'accord. Je pense, hein, voilà. Et encore une fois, j'ai cité des stats de Basketball Index, voilà, et avec des comparaisons. C'est pas parole d'évangile, encore une fois, on le répète à chaque fois, mais c'est des indicateurs qui sont un peu à prendre en compte, et quand on le recoupe avec ce qu'on voit en match et d'autres sources aussi, les on-off notamment, pour moi, il y a quand même ce truc de, oui, en fait, on a cette vision très négative parce qu'il était dans un effectif qui était mauvais, et finalement, si tu l'avais mis ailleurs, avec un bon contexte et des porteurs de balles, on aurait tout de suite dit, c'est un attaquant phénoménal, optimisateur phénoménal. Après, le problème aussi, c'est dans mon jeu, on a dit pas de what if. Et donc, voilà, le fait est, on est un peu obligé de prendre en compte le fait que c'était mauvais contexte. Et que, oui, il élevait le niveau, mais finalement, il l'a pas élevé tant que ça, donc il n'y a pas eu tant de valeur que ça, quoi. Parce que les équipes étaient nulles. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que
En fait, ouais, et comme tu dis, il a deux problèmes. C'est qu'à la fois, on l'a longtemps considéré comme un go-to guy, donc on a construit une équipe un petit peu autour de lui, alors que finalement, bah, c'est pas vraiment son rôle. Et en plus de ça, il faut faire avec l'idée que c'est un pivot qui va être plutôt négatif défensivement, et donc ça complique encore la tâche de qui tu mets à côté, comment tu fais, est-ce que tu prends le risque de mettre un autre pivot à ses côtés, mais dans ce cas-là, quel décalage ça va créer. Ouais. C'est un peu un casse-tête, je trouve aussi, Karl Anthony Towns. Oui, Qui va peut-être enfin être résolu maintenant, quoi. Donc on est hors décennie, malheureusement. c'est ça. Donc On s- non, mais ça veut dire que ça a été un long processus, quoi. Ça Tout a à pris fait, 7 ans oui. de Oui. comprendre quel joueur c'était et comment construire une équipe avec lui. Donc Hmm. pas facile. Et du coup, pour le classement, où est-ce que tu l'imaginais? Euh, alors moi, dans mon esprit, vu que je l'avais associé à Devin Booker, je me suis dit qu'il devait être à peu près au même endroit. Donc je l'ai classé entre Kevin Garnett et Devin Booker dans le classement que tu m'as donné actuel. Mais du coup, c'est un peu un package. C'est-à-dire, je me dis que si tu montes un, l'autre doit monter. Si tu descends un, l'autre doit descendre, quoi. Ok. Alors moi, je l'avais plus haut. Je l'avais plus haut. Moi, je l'avais autour de la 20e place pour l'instant, entre Ginobili et Gordon Hayward. Mais en même temps, comme on a dit, je pense que Ginobili va être reclassé éventuellement, etc. Mais mon point de repère, c'était un peu Joel Embiid. Bah moi aussi. Et même Joakim Noah, Kevin Garnett. Et peut-être que j'exagère, mais ouais, peut-être que j'exagère. Parce que effectivement, le côté valeur intrinsèque, je pense qu'il y a un énorme impact offensif, même si c'est pas de la création, même si c'est pas. Voilà. Euh, Effectivement, peut-être qu'individuellement, les saisons de Town sont un peu moins bonnes que Joel Embiid, mais Embiid, il en a que 3. 2,5 presque. Non, 3, non, 3,5, pardon. Mais oui, finalement, je me dis peut-être que je l'ai mis un peu haut parce que en oubliant un peu trop le côté contexte, quoi. Bah, aussi parce que je pense que t'aimes bien l'impact global qu'il apporte offensivement. Moi, comme j'avais le même repère que toi, c'est-à-dire Joel Embiid, j'ai juste tendance à me dire, ok, il y a peut-être une saison et demie, 2 saisons d'écart, mais je trouve Joel Embiid quand même plus fort et beaucoup plus impactant. Donc j'ai du mal à positionner Towns au-dessus, quoi. Ouais, ouais, effectivement, je pense que je vais le descendre par rapport à ce que j'avais en tête. Ouais, non, ton classement me dérange pas tant que ça, de le mettre entre Kevin Garnett et Devin Booker finalement. Ouais, je pense qu'on va faire ça, sachant que moi, ça me dérangera pas de descendre Booker. Mais par exemple, 48 Towns contre les 50 Towns contre les 50 Tyson Chandler, pour toi, il n'y a pas photo, quoi. Bah non, je trouve qu'il n'y a pas photo. Après, enfin, je pense que tu peux discuter, mais vu que le classement va bouger, tu vois, par exemple, bah oui, je le mets quand même devant Tyson Chandler. Je pourrais même le mettre devant Garnett. Et il y a Rudy Gay qui est encore 3 places au-dessus. Et je me dis, mais qu'est-ce que fait Rudy Gay là? Donc j'ai du mal. Non, mais Enfin, ça devient Rudy Gay va compliqué. descendre. Ouais. Rudy Gay va descendre. Non, non, ouais, on va le mettre là. Donc, autour de la 24e place, on a Joel Embiid 22, Joakim Noah 23, Kevin Garnett 24, on va le mettre là. 25. Et ensuite, on aura Devin Booker et Tyson Chandler et JJ Redick. Ouais, on va le mettre là. C'est peut-être encore un peu haut, mais on verra bien. On verra bien. Ok. Donc, un petit quiz pour finir, évidemment. C'est un kick est sur le terrain, là encore. Nous sommes le 21 novembre 2018. Peut-être tu t'en souviens. C'est un poster dunk contre Denver, justement. Toi, le fan des Nuggets. Ouais, Est-ce que tu te ok. souviens sur qui est ce poster dunk? C'est quel match, juste Un on a Minnesota-Denver. On est en novembre 2018. novembre 2018, ok, donc c'est début de saison. Je peux t'aider, hein, je peux te dire sur qui est le poster. Non, mais je vais déjà y aller comme ça, et après tu Vas-y, peux vas-y. avoir des indices. Alors, je vais tenter Nikola Jokic. Non, il est sur le banc. Ok, il est sur le banc. Donc, il y a Mason Plumlee. Exactement, Mason Plumlee. Il y a Mason Plumlee, il y a Gary Harris. Ouais, Il y a Jamal Murray. exactement. Il y a encore Danilo Gallinari. Non, non, En non. 2018, il est parti. Ouais. Wilson Chandler. Non, non, non. Non. Ok. C'est pas Gallinari, mais c'est un peu européen également. Paul Millsap. Oui, De quoi? Paul Millsap, effectivement, c'est lui qui se fait postériser par Ah, Towns. dur. Et tu m'as dit quoi? J'ai pas compris ce que t'as dit. Et je te disais, l'ailier, c'est pas italien, mais effectivement, c'est un peu européen quand même. Oh, c'est Hernan Gomez? Hernan Gomez, effectivement. Moi, j'étais pas habitué à ce qu'il joue. D'accord, ok, très bien. Ah bah c'est la période où il joue le plus, hein, cette saison-là, 2019. Oui, c'est Enfin, vrai, c'est vrai. 2018-2019. Et du côté des Timberwolves. Alors, du côté des Timberwolves, donc on est en 2019, donc j'ai noté Jeff Teague. Oui, Jeff Teague est sur le terrain. Est-ce qu'il y a Okogie?
Non, C'est l'année où il joue pas mal, je crois. Ok. Taj Gibson? non. Alors, on a un deuxième meneur sur le terrain. Est-ce que tu te souviens qu'il aura passé une Ricky année à Rubio? Minnesota? Non. Il a passé une année à Minnesota. Il a passé qu'une année à Minnesota. Qui était venu pour Thibodeau, évidemment, puisque c'était son coach de toujours. Son coach de ses débuts. Ah, il y avait Derrick Rose. Derrick Rose, effectivement, sur le terrain. Ouais, ok, c'est vrai, sa saison avec son match. Et après, deux ailiers très classiques. Très classique. Minnesota, Andrew Wiggins ouais. On est le 21 novembre 2018, donc Butler vient d'être échangé contre eux. Ah, bah il y a Covington. Effectivement, Robert Covington. Oh, c'était pas horrible comme roster, ça va? C'était pas horrible. Et donc, poster sur Paul Millsap, le pauvre Paul Millsap. Je vous encourage à aller taper poster dunk Karl Anthony Towns. En fait, il y en a pas mal, des très sympathiques. Hein. J'ai eu du mal à choisir, mais celui-là, ce quiz était pour toi pour Denver, mais il y en a de très très sympathiques, donc allez voir.